Retrouvez les conseils d'observation de ciel et espace avec MEDAS, www.medas-instrument-au-pluriel.com. Et accédez désormais à tous les anciens numéros de Ciel et Espace grâce à l'abonnement numérique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ciel-et-espace.fr. Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace pour une nouvelle émission consacrée aux éphémérides. Je suis David Fossé et voici en ce mois de novembre les phénomènes célestes que je vous conseille d'observer. Vénus qui surplombe la Lune le 4, Mimas, satellite de Saturne qui projette son ombre sur Téthys le 14, Uranus qui passe à l'opposition le 16, la Lune, Mars et l'amas de la Crèche qui forment un triangle le 21, et la Lune encore qui se lève dans l'arche de l'Arc de Triomphe à Paris le 28. Comme chaque mois, ces phénomènes célestes seront décryptés en compagnie de nos experts du ciel Cyril Birnbaum et Sébastien Fontaine. Cyril nous livrera un précieux conseil photo en seconde partie d'émission et Sébastien nous racontera une petite ou une grande histoire liée à l'astronomie dans quelques secondes. Messieurs, bonjour. 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 Alors Sébastien, vous débutez chaque mois cette émission avec une chronique très attendue, je dois vous le dire, par nos auditeurs, qui est consacrée à l'histoire de l'astronomie. De quoi ou de qui allez-vous nous parler ce mois-ci ? Alors aujourd'hui, on va évoquer plusieurs sujets. Je vous propose une balade céleste au cœur de Paris. Régulièrement, j'ai évoqué l'histoire de différents observatoires en France et à l'étranger. Et là, on va s'intéresser un petit peu à ce qui se passe dans la capitale française. Alors ça va intéresser les Parisiens, mais pas que, puisque les gens en visite sur Paris eh bien, pourront peut-être profiter de cette proposition de balade. Alors il y a beaucoup de choses liées à l'astronomie dans Paris. On va se limiter au premier arrondissement et peut-être que dans l'avenir, je parlerai d'autres quartiers. Il y a de quoi dire. Ouais, il y a pas mal de choses. Alors, je vais tout de suite. Je peux faire le 5e arrondissement si vous voulez. Voilà. J'ai fait une balade cadran solaire dedans. Alors, c'est riche là. Alors justement, je ne parlerai pas des cadrans solaires parce qu'il y en a beaucoup trop. Alors ça ferait l'objet d'autres émissions totales, évidemment. Donc dans le premier arrondissement, il y en a beaucoup également, comme dans le 5e, comme dans beaucoup d'arrondissements. Donc je n'en parle pas. Tout comme je ne parle pas non plus des médaillons qui retracent le méridien de Paris. En hommage à Arago et l'Observatoire. C'est une autre histoire dont on a déjà parlé d'ailleurs. Donc là, voilà, je néglige et les cadrans solaires et les médaillons. Comme ça, Cyril pourra parler. Et les cimetières, est-ce que tu élimines les cimetières aussi ? Non, par contre, au Père-Lachaise, il y a une très belle balade à faire, mais c'est pas le sujet du jour, puisque le Père-Lachaise n'est pas dans le premier arrondissement. Oui, il y a beaucoup d'astronomes. J'ai écrit un très bon article d'ailleurs sur le sujet, des astronomes qui se trouvent au Père-Lachaise. Mais c'est autre chose. Ne hackons pas la rubrique de Sébastien, allez-y. Allez, je reprends mon temps de parole, c'est le mien. On commence cette balade dans le premier arrondissement par le Louvre. Alors, on va pas détailler en détail, justement, c'est le cas de le dire, tout ce que le Louvre propose comme objet astronomique, des astrolabes, des sphères, des cadrans solaires aussi, bien sûr. Visitez la salle du département des Antiquités, vous verrez des choses fabuleuses, des tableaux également, des Vermeer, par exemple, où on a cet astronome face au globe. Mais plus intéressant, pour nous, je pense aujourd'hui, c'est de savoir que le Louvre a abrité un petit observatoire astronomique, c'était au XVIIIe siècle. Et cet observatoire n'existe plus malheureusement. Et il avait été créé par Jean-Sylvain Bailly, qui a également été maire de Paris, comme vous le savez, et qui avait fini guillotiné. Puisqu'il avait soutenu Marie-Antoinette, c'était pas une bonne idée. Et donc, il était astronome, mais également pro-royauté, et ça s'est jeté des petits tours. Il a perdu la tête. Mais en tout cas, voilà, un observatoire dans le Louvre, ça c'est chouette. Et donc, il faut savoir que dès le XVIIIe siècle, dans Paris, comme un peu partout en Europe d'ailleurs, l'astronomie a le vent en poupe, même auprès du grand public. Et il y a dans Paris, et dans le premier arrondissement notamment, plusieurs sites dédiés à l'observation publique du ciel. Alors, des astronomes professionnels ou amateurs proposent, moyennant quelques sous, l'observation de la Lune ou des constellations. Alors, place du Châtelet, par exemple, on a des observations publiques régulières durant tout le 19e siècle. Et les observateurs qui proposaient leur soirée, on les appelait les astronomes en plein vent. Ils partageaient d'ailleurs l'endroit avec les dames de petite vertu. Donc c'est assez rigolo de pouvoir observer le ciel entre différentes joyeusetés. Sur le Pont Neuf également, il y avait pas mal d'observations dès le XVIIIe siècle, observations publiques régulières par Lalande notamment, directeur de l'Observatoire de Paris. Il donne des conférences sur les comètes. On parlait le mois dernier
la comète, qui était fabuleuse ou pas. Et donc Lalande parlait de la comète sur le pont Neuf, puisque à l'époque les gens en avaient peur de ces comètes. C'était souvent annonciateur de malchance, de mots de toutes sortes. Il observait également l'étoile Algol et faisait apprécier la variation de l'éclat de l'étoile variable auprès du public. Lalande, c'est quelqu'un qui combattait l'obscurantisme et justement il ne manquait jamais justement de casser un petit peu du sucre sur les charlatans de toutes sortes comme les astrologues déjà à son époque. Donc ça c'était sur le pont Neuf. Et enfin place Vendôme. Il y avait également des observateurs qui avaient installé une lunette avec une autorisation de la municipalité, donc une lunette de 3 mètres de focale. Et donc, grâce à cette lunette, eh bien, là encore, moyennant quelques sous, les gens pouvaient observer les cratères de la Lune ou observer les planètes. Dans le premier arrondissement, il y a d'autres lieux dédiés à l'astronomie, place Maurice-Quentin, le siège du CNES. Là, on est vraiment tout contre le Forum des Halles. Alors, c'est pas forcément un site très intéressant pour le grand public, mais les vitrines, malgré tout, permettent parfois d'entrevoir des maquettes de différentes sondes spatiales qui retracent un petit peu l'actualité du CNES. Plus intéressant, je pense, à l'angle du boulevard du Palais et du quai de l'horloge, eh bien, vous avez la tour de l'horloge du palais de justice, une horloge qui ne fonctionne plus, mais elle a ceci d'intéressant d'avoir été la toute première horloge mécanique publique installée dans la ville de Paris. Ça date du XIVe siècle quand même, donc même si elle ne marche pas, ça vaut le coup d'y jeter un petit coup d'œil. Et puis, quasiment pour finir, rue Saint-Honoré, on peut aller sur les traces de l'observatoire qui, au XVIIIe siècle, appartenait au couvent des Capucins. Il y avait des quarts de cercle, un peu comme ceux qu'on trouvait chez Tycho Brahe quelques siècles plus tôt, une lunette, un télescope. Et c'est là où Pierre-Charles Lemonnier avait vérifié la découverte de Bradley, l'aberration de la lumière de 1848. Et puis surtout, c'est là où Lemonnier a observé planète et lune pendant plus de 50 ans, donc au cœur de Paris. Beaucoup d'observations. Et quasiment pour finir, toujours du côté du Forum des Halles, la colonne Médicis, qui est fabuleuse, cette colonne qui fait plus de 30 mètres de hauteur. On est tout contre la bourse du commerce. Je ne sais pas si vous voyez où ça se trouve, pas très loin du CNES finalement, du siège du CNES dont on parlait il y a quelques instants. Et donc cette colonne Médicis, on la doit à Catherine de Médicis. Donc cette colonne date de la fin du XVIe siècle. Et c'est depuis le sommet de cette colonne que l'astrologue de Catherine observait les astres pour justement prévoir la pluie et le beau temps chez cette bonne dame. Cette colonne à l'époque était reliée directement à son palais, dont il ne reste plus rien, mais la colonne, elle, est toujours visible. Et sur cette colonne se trouvent encore gravées plusieurs dizaines de cadences solaires. Il n'y a pas les styles, mais on voit quand même des traces astronomiques au niveau de cette colonne. On est à 2 pas de l'église Saint-Eustache. Et enfin, la chose que je ne pourrais pas manquer de mentionner, c'est rue de Rivoli, la maison de l'astronomie quand même. Bon, c'est un endroit que pas mal de gens ont fréquentent encore. Et donc, tant qu'ils existent, allez les voir. C'est toujours intéressant d'aller voir le matériel dans cette boutique qui a compté pour pas mal d'astronomes amateurs. Eh bien, merci beaucoup Sébastien. Je ne pensais pas que vous tiendrez toute une chronique sur un arrondissement de Paris. Vous l'avez fait, bravo. Effectivement, il y a énormément de choses. Moi, j'en ai découvert beaucoup. Et encore, j'ai dû sélectionner. Et vous avez dû sélectionner. Ah ouais. Très bien, écoutez, on enchaîne avec les phénomènes célestes visibles en ce mois de novembre. Et pour commencer, d'ailleurs, j'aimerais qu'on fasse ensemble un petit pari. On va parier que l'étoile TC Coronae Borealis va entrer en éruption ce mois-ci en novembre et devenir très brillante dans le ciel. Alors c'est un pari, et alors vous me regardez avec un air dubitatif, mais c'est un pari risqué, je sais bien, puisque c'est même un double pari. C'est vrai que ça fait 2 mois qu'on attend. Eh ben oui, et j'en parle parce qu'elle nous a été... ça fait 3 mois, je pense. Nos auditeurs, ils se reconnaîtront, nous ont pas reproché, mais enfin nous ont signalé qu'on n'avait pas parlé de TC Borealis au mois d'août, et on n'en a pas parlé non plus au mois de septembre. Alors effectivement, on va faire un pari, on va dire... Parce qu'il ne s'est rien passé. Oui, il s'est rien passé. On le savait, nous. Et donc je prends les paris, on va dire oui, mais c'est parce que c'est en novembre que s'il va se passer des choses. Alors c'est un double pari parce qu'entre le moment où on enregistre et le moment où c'est diffusé, peut-être que l'étoile a déjà eu son sursaut d'éclat. En tout cas pas ce matin, j'ai regardé. Pas ce matin. Donc on va parler de quelque chose qui a déjà eu lieu. Mais non, allez, on va prendre le pari, on va dire qu'elle va avoir lieu au mois de novembre parce que de toute façon elle est très attendue, certains l'espéraient cet été. On peut peut-être raconter pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi dont on parle. Sébastien, qu'est-ce que c'est que cette étoile et qu'est-ce qu'on attend ? Alors c'est une étoile qui est située à 2600 années-lumière de nous. C'est une étoile, c'est un système binaire.
composée d'une naine blanche et d'une géante rouge. Et vous avez la naine blanche qui siphonne littéralement de la matière de la géante rouge. Et cette matière donc s'accumule finalement à la surface de la petite étoile, donc la naine blanche. Les températures et les pressions augmentent. Et quand ça dépasse un certain seuil, eh bien, il y a des réactions nucléaires qui s'amorcent. Et là, l'éclat, de manière fulgurante, augmente considérablement. Et vous avez le sentiment d'avoir une étoile nouvelle qui apparaît dans le ciel, puisque d'une étoile invisible à l'œil nu, elle peut devenir complètement observable à l'œil nu. D'où le nom de nova, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Oui, d'ailleurs, c'est un terme impropre qu'on utilisait dans l'histoire. On avait le sentiment qu'une étoile nouvelle apparaissait, alors qu'en général, c'est plutôt le sursaut d'une étoile plutôt moribonde. Et donc, là, on parle de nova récurrente dans la mesure où pour celle-ci, il y a à peu près un cycle de 80 ans où on sait que l'éclat peut comme ça augmenter considérablement. La dernière fois, c'était en 1946. Et dans l'année qui a précédé le sursaut d'éclat de 46, eh bien, on avait vu une extinction presque de l'étoile. Et c'est ce qu'on a observé l'année dernière, en février, concernant ce système double. Et voilà pourquoi on s'attend, 80 ans plus tard, à voir quelque chose jaillir finalement de cette partie du ciel. Oui, un petit peu moins de 80 ans, parce que vous l'avez dit 46, ça devrait être 2026, mais comme on a vu cette baisse d'éclat qu'on avait vue à cette époque-là... Vous suivez bien, c'est parfait. Il est formidable, David Fossé. Donc c'est ce qui fait dire à beaucoup de monde, c'est pour maintenant. Oui. Et d'ailleurs, il y a un astronome il y a eu beaucoup de buzz, on va dire cet été, quelqu'un qui a dit, bon voilà, c'est maintenant, c'est pour cet été. Ça n'a pas eu lieu, donc on prend les paris, on dit non, c'est novembre. Voilà, on attend. Et puis si c'est pas là, après je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, de manière régulière, on a vu pour cette étoile un sursaut, comme pour d'autres étoiles d'ailleurs. Très bien, donc on attend ça. Cyril, si ça se passe, ça dure combien de temps un sursaut de nova? Ça peut être super bref en fait là. C'est-à-dire que au moment où on le saura, faudra tout de suite regarder. C'est-à-dire que ça va pas durer un mois, quoi. Tu veux dire qu'au moment où on écoute le podcast, c'est fini en fait. Si c'est demain, c'est déjà trop tard. C'était bien. C'était bien. Ce qui se passe, c'est que ça peut durer peut-être une journée ou une semaine. Voilà, l'ordre de grandeur, c'est ça. Donc ça veut dire qu'au moment où on aura l'alerte, il faudra se dire j'espère qu'il fait beau ce soir et je regarde. Ouais. Voilà. Donc on en parlera évidemment sur le site de Ciel Espace. Donc je peux conseiller à tout le monde de suivre au quotidien le site web de Ciel Espace pour être tenu au courant de l'apparition de cette nova. Parce que là, si c'est le cas, on sera sur le pont et on vous dira quoi faire ou observer. Mais ou observer, ça on le sait déjà. Est-ce que oui. Là c'est fait. Alors ça c'est plutôt sympa. C'est-à-dire qu'en novembre, ça sera la tombée de la nuit. Donc faut viser la grande ours. Grande ours, une fois que vous avez la grande ours, vous avez la queue de la casserole. De la queue de la casserole qui est incurvée, vous prolongez, donc vraiment à la tombée de la nuit, donc c'est assez bas sur l'horizon. Vous prolongez la queue de la casserole, vous tombez sur une étoile brillante Arcturus dans la constellation du Bouvier. Juste à côté, vous avez le Bouvier, ça ressemble à un cône de glace ou un cerf-volant. Là, juste à côté, vous avez un demi-cercle qui est la couronne boréale. Il y a une étoile qui est très brillante, donc il y en a deux qui doivent être, ça fait un arc de cercle. Donc l'étoile la plus brillante, Alpha, là, à droite, vous avez 2 étoiles. De l'autre côté, vous en avez 4 qui forment l'arc de cercle. Et si vous prenez l'étoile la quatrième, c'est-à-dire complètement la plus à gauche, juste à côté, vraiment très très près, en fait, un petit peu en dessous, vous aurez cette étoile T couronne boréale là, qui au final se voit pas à l'œil nu. C'est-à-dire que la cherchez pas maintenant, en tout cas avant l'explosion. Peut-être, mais avant l'explosion, voilà. Vous la verrez pas. Par contre, en fait, c'est ça ce qui est amusant à faire là. Enfin, donc moi, ça fait un petit moment que je l'ai fait. Donc je conseille ceux qui l'auraient pas encore fait, c'est de prendre une photo là. Parce que c'est ça ce qui est rigolo, c'est comme en fait ça arrive tous les 80 ans. C'est-à-dire que j'ai une mauvaise nouvelle, c'est qu'on la verra qu'une fois. Voilà. Donc en fait, ça serait dommage de pas l'immortaliser au final. Normalement, on la voit qu'une fois. Donc le truc c'est de prendre alors moi j'ai pris un petit téléobjectif, je me suis pas embêté, mais 4 secondes de pause avec un 200 mm, enfin 3-4 secondes de pause 200 mm en montant un peu en sensibilité, vous l'avez tout de suite, elle apparaît, vous la repérez assez facilement dans la couronne. C'est-à-dire que vous avez noté en fait le temps de pause et le process de la photographie, et le jour où ça va commencer à monter, c'est-à-dire qu'on aura l'alerte, et ben vous pourrez refaire la photo et puis essayer de refaire la photo tous les soirs. Dans les mêmes conditions, c'est un même temps de pause, au même endroit surtout, tout pareil. Alors je suis d'accord, en fait le ciel aura tourné, donc ça sera pas complètement régulier, mais ce qui est rigolo, c'est que vous pourrez faire en fait essayer d'estimer la luminosité par rapport à Alpha couronne ou à Arcturus, ou si vous faites une forme à grand champ. Donc c'est assez amusant d'avoir
d'avoir une sorte d'image référence là pendant que ça n'a pas encore pété. Et de refaire le même truc après. Donc il faut carrément faire une photo même avant que ça explose. Oui, avant que ça pète. Allez, moi c'est fait. Ça. Maintenant on attend que ça se fasse. J'attends maintenant. Et donc on verra s'il est comment dire. Oui, parce qu'en plus, en fait, ce qui est rigolo aussi, j'ai pensé à ça, c'est que si ça se trouve, ça revient pas. Je sais pas comment ça revient après, moi. Oui, si ça revient exactement pareil ou donc il y a quand même à. C'est bien de faire avant, pendant et après. Voilà, avant et pendant plusieurs fois en fait. Parce qu'il peut y avoir. Enfin, je veux dire, ça peut. Le sursaut il est d'un coup, mais après je sais pas comment ça redescend. Je crois que ça va rester le sursaut. Est-ce qu'on parlerait de sursaut là ? Je sais pas. Bon, en tout cas, voilà, c'est un événement qui a eu lieu il y a 80 ans. Il devrait se reproduire dans les mois qui viennent, si on en croit notre compréhension de ce phénomène que vous avez bien expliqué, Sébastien. Restez sur le pont et puis donc suivez le site de Ciel et Espace. On vous tiendra au courant, promis, juré, si Coronae Borealis entre en éruption. Allez, on poursuit avec des événements beaucoup plus certains. Et d'abord ce joli coucher de lune le 4 novembre au crépuscule. Notre satellite en fin croissant est surplombé par Vénus. Cyril, ça donne envie de faire une photo quand même. Oui, c'est clair. Ça va être le soir, donc ça va être assez facile. Pas besoin de se lever au petit matin. On est en fin croissant, tendant vers le premier quartier. 10% de luminosité, donc ça se voit bien. Hein. Donc c'est plutôt chouette. La lune, elle se lève à 11h, donc à la tombée de la nuit, elle est encore bien là. Le soleil, lui, se couche à 17h30. Et puis vous avez Vénus qui est à peu près à 5 degrés de la Lune. Donc ça rentre dans un téléobjectif de 400 mm. Hein. Donc si vous avez un 200, 300, ça rentre bien. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est essayer d'avoir la lumière cendrée de nouveau, un petit point bien lumineux qui sera Vénus, qui sera forcément saturé par rapport à la lumière cendrée, parce que beaucoup plus lumineux que le reste. Donc si vous êtes prêt vers 17h45, en fait, la Lune sera à 5 degrés au-dessus de l'horizon, et vous aurez en plus Vénus juste au-dessus, à 5 degrés aussi au-dessus de l'horizon. Donc ça rentre dans du 10 degrés, ça veut dire c'est un 150 mm pour que ça le fasse assez bien. Donc ça c'est plutôt chouette à faire. Donc faut viser les lueurs et puis la lumière cendrée. Avec un temps de pause typiquement de quoi ? Ouais, ça peut être une petite seconde ou 2 petites secondes. Ça dépend. En fait, ça dépend vraiment. À chaque fois, ça dépend de la modernité de votre appareil photo en réalité. C'est-à-dire que il y a des appareils photo qui sont, on va dire, plus tolérants. C'est-à-dire que vous pouvez monter en sensibilité et ça fera pas des gros grains et enfin ça sera encore joli. Mais là, si vous êtes sur une fraction de seconde, ça passe tranquillement. Très bien. Donc en tout cas, essayez plusieurs temps de pause évidemment. Et vous prendrez la photo la plus réussie. On passe au 14. Une observation intéressante autour de Saturne. Mimas va projeter son ombre sur Tétis. C'est ce qu'on appelle un phénomène mutuel. Comment on observe ça, Sébastien ? Alors déjà avec un instrument d'observation, parce que les phénomènes mutuels, on les connaît beaucoup plus pour Jupiter, c'est plus fréquent aussi pour Jupiter. Donc c'est un phénomène qui a lieu quand c'est à l'approche de l'équinoxe d'une planète, puisqu'on a différents satellites qui sont parfaitement alignés dans le plan équatorial de la planète. Et du coup, il y a un jeu d'éclipse et d'occultation qui va se mettre en marche. Et donc, dans le cas de Saturne, c'est quand même assez délicat hein, comme observation, parce que Tétis, c'est magnitude 10, Mimas, magnitude 13. Et là, en gros, ce qu'on va voir, c'est juste l'éclat du satellite qui va diminuer légèrement lorsqu'il va recevoir l'ombre de son camarade. Donc c'est pas aux jumelles, on est d'accord. Hein. Non, voilà, c'est pas aux jumelles, c'est vraiment avec un télescope au moins 200 mm d'observation. Pour être tout à fait honnête, j'ai jamais observé de fému de Saturne. J'en avais beaucoup suivi avec Jupiter, et pour avoir des informations plus précises, parce que là il y a toute une série de phénomènes mutuels qui ont lieu, hein, c'est pas le premier d'ailleurs. Je vous invite à aller consulter le site de l'IMCCE. Il y a aussi de très bons PDF qui avaient été rédigés par Jean-Eudes Darlot. Certains auditeurs anciens se rappelleront que j'ai partagé le micro avec lui il y a 15 ans. Oui, exactement. Où on parlait beaucoup de phénomènes mutuels à l'époque. Il y avait toute une campagne sur Jupiter. Et donc, vous avez beaucoup d'informations et de phénomènes mutuels à venir à découvrir dans les pages de l'IMCCE. Donc ça, évidemment, ça s'explique par le fait que la Terre est en train de passer dans le plan des anneaux, le plan équatorial de Saturne. Exactement. Du coup, on est tous alignés en fait. C'est-à-dire que ce soit le plan des anneaux, le plan des satellites de Saturne et nous sur Terre, voilà, l'alignement parfait. Un peu comme une éclipse finalement, où pour l'éclipse de Soleil vue depuis la Terre, eh bien, il faut cet alignement parfait entre l'observateur, la Lune et le Soleil. Eh bien là, c'est un peu la même chose, mais en prenant en compte Saturne et certains de ses satellites.
Très bien, donc voilà, renseignez-vous, en tout cas essayez d'observer le 14. C'est génial, j'avais pas pensé à ça. Ça veut dire que si tu es sur Saturne, en fait, tu vois un passage de Terre devant le Soleil. Ouais. Oui, tout à fait. Un transit. Okay. Donc on ira sur Saturne pour la prochaine campagne de FEMU de la planète aux anneaux. On passe au 16. Allez, le 16 novembre, Uranus est à l'opposition. Pour la voir, Cyril, il faut se tourner vers quelle constellation? Alors l'opposition, il faut rappeler ce que c'est en 2 mots. Opposition, c'est donc alignement entre le Soleil, la Terre et puis la planète. C'est-à-dire qu'en gros, la planète est au plus près de la Terre. D'accord, voilà. Donc c'est condition idéale pour l'observer. Ah oui, parce que c'est le diamètre, c'est ça? Ouais, c'est le diamètre le plus important. Alors bon, après, vous pouvez observer des jours avant, des jours après. Hein. C'est pas. Et puis Uranus est loin, donc ça change pas non plus de façon phénoménale. C'est pas monstrueux. Elle est dans le Taureau. D'accord. Dans le Taureau, et le 7 novembre, il y a une pleine lune, donc ça sera pas loin de la pleine lune d'ailleurs, et ça sera pas loin des Pléiades. Donc, il faudra peut-être attendre que la pleine lune se barre. Bon, quoique, au final, comme la magnitude de Uranus, c'est 6, donc théoriquement visible, moi je l'ai jamais vu à l'œil nu, mais visible à l'œil nu, au final, ça gêne pas. C'est-à-dire que si vous avez un petit instrument, alors aux jumelles, ça passe. J'ai déjà vu aux jumelles. Faut juste avoir la bonne carte de champ pour bien repérer exactement où elle est. Donc là, par rapport aux Pléiades, elle est à 5 heures, à un bon champ de jumelles en fait, quand même. Donc 5 heures vers le bas là. L'instrument idéal là, c'est plutôt pour vous donner, enfin pas forcément idéal, mais aux jumelles ça reste un petit point que vous allez voir. Je suis pas convaincu qu'il y ait vraiment de la couleur, mais bon, vous êtes capable d'identifier et de dire ce point-là c'est Uranus. Si vous regardez le lendemain, tout est tellement loin que ça changera pas grand-chose. C'est-à-dire que vous pourrez pas vous assurer en disant elle s'est déplacée. Non, en fait, c'est la même position. Si vous prenez une petite lunette là, une petite lunette de 60, de 50, de 60, là vous allez commencer à voir qu'il y a une couleur. Vous allez commencer à voir que ça ressemble pas complètement à une étoile, donc sur des grossissements de 30, 40, 50 fois là. Et par contre, en fait, ça a un sens quand vous commencez à prendre un Schmidt-Cassegrain de 200 mm là, quand vous êtes à 100, 150 fois. Là, à ce moment-là, en fait, vous voyez vraiment que si vous pointez une étoile, ça reste ponctuel. Là, si vous pointez Uranus, à ce grossissement-là, vous avez vraiment une petite tête d'épingle qui est un petit peu ça dépend à chaque fois, mais bleu-vert, un petit truc comme ça. Alors on voit pas non plus, c'est-à-dire que c'est pas une photo des sondes voyageurs. Voilà. Uranus qui, il faut le rappeler, est visible à l'œil nu théoriquement, mais c'est compliqué. Je sais pas si tu l'as vu, Sébastien, toi. Il y a qu'en Bretagne qu'on peut. Ailleurs, ça marche pas. Et sur la pointe des pieds. Exactement. Oui, ça rapproche forcément. En tout cas, visible à l'œil nu ou pas, c'est vrai qu'elle fait pas partie des planètes connues par les anciens, puisqu'elle a été découverte finalement relativement récemment. Oui, 1781. Par William Herschel. Ah là là, il est incollable, il est extraordinaire. Il est vraiment incollable. On passe à la petite observation sympathique qu'on vous propose dans la nuit du 20 au 21. La Lune, Mars et l'amas de la Crèche forment un triangle. Quelle est la phase de la Lune, Sébastien, à ce moment-là? C'est une lune gibbeuse. Donc assez lumineuse, mais l'amas de la Crèche est assez lumineux quand même, puisque c'est rigolo, parce qu'on l'a déjà évoqué je crois, mais l'amas de la Crèche, à lui tout seul, il représente pour moi la constellation du Cancer, constellation où il se trouve de toute façon, et donc c'est parfaitement visible à l'œil nu. Avec une paire de jumelles, on voit clairement qu'il y a quelque chose d'assez intéressant et intriguant, et avec un télescope d'initiation, ou mieux avec un 200 mm d'ouverture, eh bien on ne compte plus les étoiles brillantes et colorées que l'on voit dans cet amas de la Crèche. Amas de la Crèche, j'en parle parce que j'ai eu la question il n'y a pas longtemps, pourquoi la Crèche? Eh bien, ça vient d'une vieille légende gréco-romaine. On avait les deux ânes, Azellus australis et Azellus borealis, qui venaient se restaurer, se nourrir dans cette crèche. Et les ânes en question sont les deux étoiles que l'on voit assez brillantes juste au-dessus de l'amas de la Crèche. Donc, cherchez un petit peu ces étoiles, on les voit à l'œil nu. Et dans une paire de jumelles, c'est assez chouette de se remémorer cette petite histoire gréco-romaine. Très bien, une histoire amusante que je ne connaissais pas. On termine avec le 28 novembre au matin, la Lune qui se couche dans l'arche de l'Arc de Triomphe. C'est évidemment à Paris. S'il fait beau, ce sera splendide, puisque la Lune en croissant devrait montrer une belle lumière cendrée. Cyril, c'est à quelle heure et comment il faut s'y prendre pour admirer ce spectacle, et pourquoi pour le photographier? Oui, c'est vraiment un classique. C'est-à-dire que 2 fois par an, on a le soleil qui se couche
dans l'Arc de Triomphe. Donc c'est l'Arc de Triomphe, c'est un alignement de 115 degrés là depuis le Palais de la Découverte et le Grand Palais. Donc assez classique, c'est à la fois en mai et en août, on le retrouve donc 2 fois par an. Et la Lune, c'est plus fréquent, hein. En fait, il y a une inclinaison de l'orbite de la Lune de 5 degrés par rapport au plan de l'écliptique là. Et puis en plus il y a les phases, etc. C'est-à-dire qu'on peut avoir des phases différentes au milieu de l'Arc de Triomphe. Donc là, ce coup-ci, ce 28 novembre, en fait, ce sera au petit matin. Et il faudra être de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il faudra être porte-maillot pour le voir. Donc depuis la porte-maillot, donc petit matin dit tôt le matin. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est qu'il y a moins de photographes que le soir. Là, il y a que les courageux. Ouais, il y a que les courageux, là. Surtout que ça sera à 6h44 depuis la porte-maillot. Et ce qui va être chouette, c'est que la Lune, elle est éclairée à 9%. Donc, depuis la porte-maillot, directement sous l'arche, vous allez avoir une lumière cendrée à un peu avant 7h du matin. Donc jolie photo à faire. Est-ce que c'est technique? Enfin, comment il faut faire? Oui, c'est un peu technique en fait, parce que c'est-à-dire qu'il faut avoir le bon rapport de focale pour avoir à peu près tout. C'est-à-dire que c'est au minimum 400 mm, quoi. 600 mm, c'est bien pour être vraiment en bas et avoir à la fois l'Arc de Triomphe, l'arche, un peu de en général, on essaye de caler aussi les feux de signalisation, enfin avoir un peu de vie, quoi, qu'il se passe quelque chose. Et après, là, c'est du bracketing, hein, c'est-à-dire que vous faites des photos avec des poses différents et puis ça va marcher facilement. Super, écoutez, si vous réussissez cette photo, vous pouvez toujours l'envoyer à Ciel Espace à l'adresse ouvertlanuit@cielespace.fr. Cyril, vous gardez la parole puisque c'est le moment de votre chronique photo. Chaque mois, vous nous conseillez sur la meilleure façon de réussir le cliché d'une nébuleuse, d'un paysage céleste, d'une planète ou autre. Vous n'avez pas encore livré toutes vos astuces. Alors ce mois-ci, de quoi allez-vous nous parler? Alors je pense que j'avais un peu parlé de ça, des histoires de mise au point en fait. C'est toujours, ça peut être délicat en fait maintenant avec les boîtiers un peu modernes quand on fait du paysage céleste, d'arriver à correctement faire la mise au point. Tout simplement parce que avec les boîtiers hybrides là, c'est-à-dire qu'on a à la fois, donc on peut regarder à la fois dans un viseur, à la fois à l'arrière sur l'écran, et naturellement ce qu'on fait, c'est comme on est en pleine nuit, c'est qu'on met l'écran le moins lumineux possible. Alors sur ces boîtiers là, il y a des aides qui permettent en fait ce qu'on appelle le focus packing, ou la mise au point en relief en fait pour d'autres marques, qui vous permet, c'est des options en fait qui vous permettent en fait d'éclairer dans une couleur donnée. Alors en général on met en rouge quand vous êtes net, c'est-à-dire qu'en fait les capteurs, enfin c'est-à-dire que le boîtier photo se rend compte le moment où il y a le plus de contraste possible, et au moment où il y a le plus de contraste possible entre une zone claire et une zone foncée, c'est le moment où vous êtes net. Donc là, à ce moment-là, il indique par une sorte de les zones nettes, il les indique par des traits ou des points rouges. Donc quand c'est un ciel étoilé, ça vous permet en fait de voir tout d'un coup votre étoile qui était blanche, paf, basculer en rouge, vous savez que vous êtes net. Et en fait, je m'en suis rendu compte cet été, c'est que naturellement, comme c'est la nuit, pour pas être trop ébloui par la luminosité de l'écran arrière, du viseur, on met au minimum en fait la luminosité. Et en réalité, il faut faire l'inverse, c'est-à-dire que au moment où vous faites la mise au point, plus vous mettez lumineux, et avec le live view, ça vous permet de grossir, de s'approcher, plus vous allez être précis en réalité avec ce système de focus pour savoir exactement pile poil au moment où vous allez être net. Voilà, donc c'est une nouvelle astuce. En fait, j'avais pas fait gaffe, mais c'est vrai que j'ai bien gagné en mise au point. Donc voilà. Ne pas insister de remonter. Vous remontez après, voilà, vous remontez les luminosités de tout. Vous faites la mise au point, et une fois que c'est bloqué, vous la mémorisez. Hein. Vous pouvez aussi sur certains boîtiers maintenant, vous pouvez mémoriser pour que au démarrage, le coup d'après, ça soit mémorisé, c'est-à-dire que ça démarre directement sur l'infini. Et puis après, quand vous faites vos photos la nuit, là par contre, vous réduisez au minimum l'écran et le viseur pour pas que ça arrose tout et que vous soyez complètement ébloui par la suite. Très bien, merci beaucoup pour cette astuce, effectivement, qui pourra intéresser beaucoup de nos auditeurs. Nous
Nous approchons de la fin de cette émission. Sébastien, Cyril, c'est le moment de dévoiler vos coups de cœur, un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, un astronome et même pourquoi pas un objet céleste. Sébastien, vous avez carte blanche et c'est à vous de commencer. Alors, je reviens sur Jérôme de Lalande, l'astronome dont on parlait tout à l'heure, qui donnait ses petites conférences grand public dans les rues de Paris. Et donc, l'an passé a été réédité son best-seller, L'Astronomie des Dames, où on parle beaucoup d'astronomie et un peu aussi de femmes astronomes. Donc c'est une édition commentée de 320 pages qui est donc parue l'an passé. Donc je vous conseille vraiment la lecture parce que donc directeur de l'Observatoire de Paris, je vous l'avais dit, de 1768 à 1807. Et donc dans son ouvrage, il dresse vraiment le bilan de l'astronomie à la fin du XVIIIe siècle. Et ce livre, eh bien, on est quelque part entre le manuel d'initiation pratique et le livre de vulgarisation. Alors, Lalande propose même des séances d'observation suivies d'analyses rigoureuses des objets qu'il vous propose d'observer. Et donc, comme je l'évoquais, il dresse aussi le portrait de 17 femmes astronomes, ce qui est quand même assez étonnant, surtout à cette époque. Donc, c'est un grand vulgarisateur, ce garçon. Il a participé à la création du calendrier républicain. Alors, il est malgré tout monarchiste, athée convaincu. Il lutte donc contre les fake news, j'en ai déjà parlé, et Napoléon va même l'interdire de plume parce que justement il avait des paroles assez virulentes à l'encontre notamment du clergé. Très bien, donc l'astronomie des dames à lire ou à relire si vous l'avez déjà lu, mais je pense qu'on est peu nombreux à l'avoir lu, donc on va le lire sous vos conseils. Cyril, quel est votre coup de cœur ? Novembre, tous les 2 ans, qu'est-ce qu'il y a ? Je te le laissais. Oui, tu me le sais, gentil. Les rencontres du ciel et l'espace. Ah bah oui, le grand rendez-vous. Le rendez-vous. Donc c'est cette année, ça sera le samedi 9 novembre, dimanche 10 et le lundi 11 novembre. Donc à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. Donc classiquement, vous aurez à la fois des conférences, vous aurez des ateliers, vous avez un showroom avec des instruments dans tous les sens, vous avez des activités partout dans le musée. Et une nouveauté cette année, là, c'est qu'on va vous proposer au planétarium que du live. Donc on va imiter nos collègues du Palais au final, c'est-à-dire que toutes les séances seront animées. Et on va avoir des invités extérieurs. Là, vraiment, on imite le Palais au final, c'est clair. C'est-à-dire qu'on va avoir des chercheurs qui seront là tous les jours. On va avoir Alain Riazuelo qui va nous parler en direct des trous noirs avec ses images. On va avoir Jean Mouette et Thierry Legault qui vont nous parler des aurores boréales. Et on va avoir Guillaume Hébrard tous les jours. Alors, je crois que c'est dans l'après-midi. Je ne vais pas donner l'heure. Il faudra regarder sur le programme. On vient de fabriquer un spectacle sur les exoplanètes, donc sur à la fois les techniques de capture, avec des images faites en temps réel, enfin pas en temps réel, mais des vraies images tournées à l'Observatoire de Haute-Provence cet été, au moment où il était en mission. Donc ça va avoir le coup d'aller voir ça. Super, et puis on en profite pour saluer Guillaume, parce que je sais qu'il nous écoute régulièrement, donc à très bientôt Guillaume, dans les couloirs de la Cité des Sciences. C'est la fin de cette émission de Ciel et Espace consacrée aux éphémérides. Elle a été présentée comme chaque mois par David Fossé. Merci à Nicolas Franco qui était aux manettes de la technique. Merci à Cyril Birnbaum et à Sébastien Fontaine pour leurs conseils. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. En attendant, bonnes observations, bonne lecture du magazine. Abonnez-vous pour profiter de l'intégralité de nos autres podcasts. À très bientôt à l'écoute de Ciel et Espace.